Nous ne sommes pas dans une crise paroxystique, mais dans une impasse où le risque de se déconstruire une idée nationale évanescente, parce que longtemps perfusée par le détournement de la symbolique de la guerre de libération et les devises des hydrocarbures. Ayant longtemps revendiqué un statut d'acteur garantissant la stabilité régionale, le régime algérien est subitement perçu par nombre d'analystes comme un agent acariâtre imprévisible. Regardons un peu les incohérences et le manque de cohésion qui marquent le Sahel aujourd'hui. Cette fuite en avant qui domine l'action politique et l'activité de gestion du pouvoir algérien peut donner à penser qu'elle fait l'unanimité. Rien n'est moins sûr. Si peu de voix s'élèvent pour dénoncer une dérive stratégique suicidaire quand il s'agit de l'exploitation de la tension régionale, du tabou de l'arabisation, de l'emprise du militaire sur la vie publique ou de la surenchère mémorielle, on peut relever des dissonances médiatiques d'apparence anecdotique, mais qui en fait renvoient à des affrontements claniques qui sont des cibles de divergence portant sur des sujets de fond impossibles à aborder dans les espaces de médiation institutionnelle. On a vu l'ancien Premier ministre, désormais en prison, exposer menottes au point lors de l'enterrement de son frère. Ses adversaires ont voulu assouvir le rêve devant l'opinion publique pour signifier leur emprise sur l'exécutif. L'outrage fut déploré 48 heures après par des fonctionnaires instruits par les quelques responsables demeurés lucides et qui redoutaient de voir la chaîne administrative déraper dans des vengeances incontrôlables. Ambitionnant de noyer le récit du mouvement national dans l'islamo-conservatisme, la mouvance Bendicia Novembria, cocktail paradoxal sillonné, actionna un de ses activistes amsila pour jeter l'opprobre sur le Congrès national dans les valeurs et principes, imprégnèrent les 6 premiers mois de l'insurrection citoyenne de février 2019. Dépassant la dose prescrite, le jeune missionnaire accusa à Benalman de trahison. Là encore, le segment militariste qui veut bien octroyer à l'islamisme la mission de pare-feu contre les démocrates sans pour autant lui laisser la bride sur le cou, ordonna l'arrestation et la condamnation du nervi. On a aussi entendu récemment le président du Sénat reprendre sèchement la même mouvance islamiste qui recourt régulièrement à l'imposture historique pour présenter une guerre de libération qu'elle avait dénoncée en novembre 1954 comme une aventure menée par des sanguinaires. Pour autant, le même personnage ne tire aucune leçon concrète de cette manipulation symbolique et ne s'offusque pas du fait que l'école algérienne soit infestée par les programmes qui distillent à longueur d'année les contre-vérités historiques et la xénophobie qui façonnent les esprits de générations qui constitueront les bataillons de l'idéologie dont ils viennent de condamner toute cuidance. Un responsable de l'un des principaux partis de l'Alliance parlementaire, qui ne cache pas son affiliation à l'Organisation des Frères musulmans, s'est publiquement réjoui de la victoire des insurgés talibans en Afghanistan, au moment même où le pouvoir algérien déclare toujours mener la guerre au terrorisme islamiste. Admirez la cohérence. On peut multiplier à l'envi des incohérences stratégiques et diplomatiques dans un régime devenu un amoncellement de castes où chacune joue sa propre partition et se pose en dépositaire exclusif de l'authenticité nationale. Comment le système algérien gère-t-il ces incohérences? Par l'improvisation et la gestion au jour le jour. On n'hésite plus à livrer l'enfance algérienne à la soumission islamiste par l'école, mais quand des fournées de jeunes aliénés manifestent leur adhésion à l'intégrisme qu'on leur a enseigné, on ponctionne une partie d'entre eux, on les enrôle dans l'armée et on leur ordonne de tirer sur leurs camarades montés au maquis. Oui, le manque d'anticipation et de cohérence sont des plaies béantes dans les conceptions étatiques du régime algérien. Paranoïa qui invoque en permanence les ennemis extérieurs et intérieurs à chaque fois qu'il faut faire face à ces turpitudes, et les répressions tout azimut sont de nouveau les grands marqueurs du pouvoir. Cette gestion autoritariste s'illustre particulièrement à travers une grossière instrumentalisation de la justice qui fait de l'emprisonnement arbitraire une norme judiciaire.
Les pressions exercées sur les moyens de communication et les règlements de compte qui se déroulent dans la sphère économique, où, sous couvert de lutte contre la corruption bien réelle, on orchestre des procès à grand renfort de publicité contre les affidés du clan Bouteflika, tout en épargnant des prédateurs notoires, sont l'autre facette de la volonté de mettre sous cloche le pays. Et une fois de plus, une fois de trop, dirait-on, les erreurs commises ou suscitées en Kabylie ces dernières années sont manipulées pour appeler à l'union sacrée. Sur la scène internationale, les complaisances affichées à l'endroit des régimes autocratiques, voire des velléités de soutien affichés envers les putschs comme celui qui vient d'advenir au Mali, ou le silence sidéral qui a suivi le coup d'État des militaires soudanais participe d'une prétention à piloter la reconstitution d'un cartel de régime d'État militaro-policier sur le continent africain. Le même empressement vaut pour la sympathie exprimée envers les inclinations autoritaires qui se dessinent en Tunisie, où la diplomatie algérienne s'active à encourager son voisin de l'Est à relier l'héritage burgundien, tant du point de vue sociétal que géopolitique, pour investir le panarabisme xénophobe, impliquer son armée dans le jeu politique et s'aligner sur les démocratures. Enfin, les divergences qui opposent Alger et Le Caire sur la Libye ne suffisent plus à occulter des complicités, certes encore timides mais réelles, qui animent les dirigeants algériens et égyptiens, bien décidés à faire valoir la force au détriment du droit. Le tableau du communisme est complet. La volonté de faire revivre les années 70 est une vraie obsession algérienne. En clair, le système FLN rêve des nouveaux murs de Berlin et des nouveaux fronts de refus. Si le constat ne souffre pas d'ambiguïté, sa réalisation appelle quelques remarques. Existe-t-il un Bundien avec ce qui fit le cynisme et donc l'efficacité dictatoriale du personnage dans l'équipe dirigeante? Le militarisme peut-il encore longtemps être supporté de nos jours? La jeunesse algérienne peut-elle être captive de slogans emphatiques à l'époque d'Internet? Le panarabisme rencontre-t-il l'écho qui fut le sien au lendemain de la décolonisation? Sisi est-il Nasser? L'Égypte, si dépendante des États-Unis, peut-elle être un compagnon de route sourde pour Alger qui sollicite ouvertement le protectorat de Moscou? Toutes ces questions prédéterminent les choix idéologiques et stratégiques aussi lourds que ceux qui inspirent la tentation autoritariste du pouvoir algérien d'aujourd'hui. Chacun y répondra selon ses convictions et aspirations, mais force est de constater que ces données élémentaires n'ont pas fait l'objet de grandes réflexions à Alger. On peut adopter toutes les stratégies à condition qu'elles soient mûrement élaborées et que l'on se donne les moyens de leur exécution. Mais réagir sur les coups de sang et engager les dossiers lourds et sensibles de son pays dans des voies inexplorées témoigne à tout le moins d'un manque de lucidité et de crédibilité politique. Et cette irritabilité des officiels qui ne parvient pas à imprimer dans les opinions publiques est l'une des grandes préoccupations qui taraudent les patriotes, les observateurs et les partenaires de l'Algérie, qui regardent ébahis des responsables qui ne savent pas nager, se jeter à l'eau sans même avoir eu le soin de regarder la météo. S'il y a bien une chose dans laquelle l'Algérie nouvelle, vous aurez deviné les guillemets, avec laquelle l'Algérie nouvelle s'est définitivement fâchée, c'est l'anticipation. Cette brève introduction est destinée à rappeler deux choses. Il n'y a plus aucune possibilité d'envisager la moindre évolution dans le cadre des institutions. Et en même temps, ce constat, si implacable soit-il, nous incite à ne pas céder aux impulsivités, aux visions caricaturales et aux conduites expéditives vers lesquelles tente de nous aspirer le pouvoir. Pendant cette intervention, nous essaierons de lever les confusions qui brûlent davantage la scène algérienne ces derniers mois pour appréhender du mieux possible l'état des lieux du pays. Nous décrirons ensuite les mécanismes mis en œuvre pour tenter de maintenir un improbable statu quo, les conséquences de ces éléments et les moyens que l'on peut mettre en œuvre, les stratégies qu'il nous faut adopter et le contexte dans lequel nous devons inscrire nos réflexions
feront l'objet d'un second développement. Parmi les contraintes qui handicapent l'Algérie, il y a bien sûr les questions relevant des privations de liberté et l'urgence sociale qui pèsent cruellement sur le quotidien de nos compatriotes, mais plus fondamentalement, la longue caporalisation idéologique qui a étouffé la pensée critique suivie de la décomposition morale à laquelle on assiste présentement sont d'abord et avant tout le produit de la faille originelle qui a piégé notre destin collectif. Le refus devenu incapacité de construire une nation fidèle à son histoire, conforme à ses réalités sociologiques et adaptée au monde moderne. Tous les autres drames, tous les autres travers, toutes les désillusions générées par les milliers de slogans du FLN sont la conséquence directe d'une imposture récurrente, la falsification du passé qui a conduit à la création d'une entité nationale qui n'inspire pas cette fierté partagée qui constitue la sève des grandes patries. C'est parce que la question nationale, fardée et mutilée, n'a jamais été sainement débattue qu'aucune solution n'a été donnée aux différentes crises qui ont secoué le pays depuis l'indépendance. Autant de violences qui nous placent désormais dans une impasse qui ne nous laisse plus d'autre choix que de regarder en face un délabrement général qui peut à tout instant dégénérer dans une implosion chaotique et une déflagration régionale. Je vous invite maintenant à suivre avec moi le déroulé de cette intervention. Nous allons voir quelle est la configuration actuelle du pouvoir avec les mécanismes nostalgiques et les incohérences qui le caractérisent. Nous verrons ensuite les facteurs de blocage historiques avant d'envisager les mises en perspective que nous devons essayer d'amorcer maintenant. Configuration actuelle du pouvoir. La nature militaire du régime est toujours patente, mais ses côtés et ses priorités ont sensiblement évolué ces 2 dernières années. Une mécanique nostalgique revient. Il apparaît clairement que le clan qui reprend la main joue la fermeture et la fermeté. Cette tentation a un référent. La période mondialiste dont les nostalgiques se persuadent encore qu'elle fut la période face de l'Algérie indépendante. À propos duquel quelques esprits téméraires avaient tenté de signaler la vanité. L'exaltation panarabiste est une rechute permanente et marquante de la surenchère diplomatique algérienne qui, en des occasions particulières, peut prendre des allures de provocation. On a vu récemment le pouvoir ordonner à l'équipe nationale de football de faire figurer sur ses moyens des symboles palestiniens. Il a fallu l'intervention de la FIFA pour mettre un terme au canular. Sur ce dossier comme sur d'autres, Alger affiche un archaïsme qui irrite jusqu'à l'autorité palestinienne, laquelle ne veut plus être otage de clans qui se disputent le pouvoir, ni être enfermée dans des chimères d'intermondisme suranné. Il y a bien 2 territoires palestiniens, 2 pouvoirs différents pour ne pas dire opposés, et le Moyen-Orient en général est entré dans une phase de reconfiguration historique dont il est bien difficile de prédire l'issue. Toutes ces évolutions géopolitiques laissent de marbre Alger qui reste rivé aux illusions des années 70. Pourtant, la perspective de la Fédération nord-africaine avait eu une réalité tangible dans les mouvements de libération des 3 pays, et leurs textes fondateurs en sont largement imprégnés. La proclamation du 1er novembre, la plateforme de la Soumam ou la conférence de Tanger d'avril 1958 comportent des marques clairement revendiquées. C'est alors à l'ambition de Tamazra que la génération d'après-guerre doit reconnecter sa réflexion. Naturellement, les enjeux européens du XXIe siècle appellent à pondérer les dogmes et référentialités des années 60. Le mur de Berlin est tombé et le panarabisme qui a embrasé les imaginaires populaires est supplanté par un islamisme revanchard. L'homme nord-africain aspire lui aussi à vivre dans un monde organisé par la révolution numérique, mais il veut également garder sa part d'humanité singulière en sauvegardant la mémoire qui a concilié son vécu individuel et collectif. Est-ce un hasard si de Tripoli à Rabat, en passant par Tunis et Alger, des jeunes dont on pouvait penser qu'ils avaient été coupés de leurs racines arborent
fièrement l'emblème Mazir. Je salue d'ailleurs son fondateur, il est quelque part parmi nous ici. Bonjour Youssef. On observe au passage que c'est en Algérie où fut conçu cet attentat que la répression s'est abattue sur ceux qui le portent, alors qu'il ne suscite aucune réaction d'hostilité auprès des auteurs des autres pouvoirs de la région. La fébrilité du nationalisme algérien n'a d'égal que l'on fasse qui le proclame. Une fois de plus, c'est de l'extérieur des institutions et par le ressourcement historique que l'alternative démocratique se manifeste. Il convient maintenant de faire de cette aspiration une réalité. Longtemps considérée comme un doigt surnuméraire d'un monde arabe qui, au gré des crises et des circonstances, sont accommodés, sont agacés ou la méprisés, l'Afrique du Nord a vocation à devenir la première matrice démocratique en termes d'islam. Les trois pays que sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc constituent un trio qui peut aisément agréger d'autres contrées comme la Libye ou la Mauritanie. Il y a bien un sous-continent nord-africain historiquement stable, géopolitiquement crédible, économiquement viable et culturellement fécond. Quelle mise en œuvre? Les développements qui ont précédé cette analyse montrent que l'impasse algérienne affecte l'entité nationale dans son ensemble. Son dépassement exige une lecture impossible à faire dans les cadres institutionnels. Néanmoins, il faut autant que faire se peut éviter d'entrer en conflit ouvert avec le pouvoir. Divisés, isolés et fragilisés, les responsables sont partis pour commettre d'autres erreurs et fautes. La démarche la plus adaptée pour les patriotes républicains de lancer le débat en dehors des cercles officiels, il s'agit de conduire de la raison pour envelopper les dirigeants dans une logique de construction dans laquelle, pour diverses raisons, ils ne veulent pas et ne peuvent pas s'engager. La réanimation du débat libre est une urgence et un préalable à la refondation nationale. Comment, où et avec qui programmer ces procédures. La même exigence de vérité s'impose à nous au sujet de la période ottomane. S'il est vrai que la séquestration des terres ne fut pas la règle, l'autochtone se vit interdire dans son pays l'accès à toutes les fonctions régaliennes pendant les 3 siècles que dura la Régence. Bojac, c'est-à-dire l'armée turque, recrutait ses officiers parmi des Anatoliens, des Bosniaques ou des Albanais convertis, mais jamais des Algériens. Dire que la course à laquelle s'adonnaient les Turcs mérite de figurer dans les annales de la marine nationale est au minimum excessif. Débattre de cette période nous permettra de mieux cerner les faits et événements primordiaux sur lesquels nous pouvons construire la nation algérienne. Si nous évitons, différons ou nions ces impératifs, les batailles que nous mènerons, des plus obscures aux plus emblématiques, sont vouées à connaître le même sort que celles que nous avons engagées jusque-là. Savoir dans quelle nation nous voulons vivre, dire comment nous voulons faire société est le préalable à tous les combats de l'heure. Les dernières polémiques opposant Alger et Paris rappellent combien la nation officielle est fragile. Faire dépendre la dignité nationale de la vie d'un tiers revient à reconnaître sa propre vacuité spirituelle et métaphysique. Faire fonctionner l'État selon les susceptibilités conjoncturelles revient à admettre que le devenir du pays est tributaire du seul mérite que celui qui est toujours considéré comme le maître consent à vous octroyer. En ces moments précis, l'Algérie officielle se comporte comme un adolescent déçu de ne pas avoir été récompensé par son tuteur. En quoi les dires d'un chef d'État étranger, inspirés au moins en partie par des considérations électorales, doivent-ils dicter les choix sécuritaires, diplomatiques et économiques du pays? Vous ne voulez pas nous adopter, vous préférez nos voisins, vous nous donnez notre capacité à reproduire vos institutions, eh bien nous allons demander, j'ai mis le néocolonisé. L'imposer des considérations subjectives et objectifs qui organisent la conscience nationale est aussi à l'origine des dissolutions d'entreprises a priori salutaires. Il en est ainsi de la si mal nommée Union du Maghreb arabe, UMA, construite sous des présupposés idéologiques et culturels faux,
L'entité ne tarda pas à être rattrapée par ses inepties. Le maquillage inaugural craqua face aux épreuves de la réalité et l'organisation sombra dans la paralysie avant d'imposer. Il est grand temps que les Algériens apprennent à vivre dans et avec leurs ancrages historiques. Il est grand temps aussi qu'ils arrêtent d'étalonner leur crédibilité en fonction du degré de ressemblance qu'ils espèrent se voir accorder par ceux qui les ont vaincus. L'Algérie n'est pas la France. Cette triviale évidence doit trouver sa traduction dans les schémas institutionnels conformes à notre histoire, nos ambitions politiques et notre génie culturel. Une fois rétabli ces bases, une fois réconciliés avec nous-mêmes, nous pourrons enfin nous faire entendre en tant qu'adultes. Quel est notre environnement naturel? Les analogies entre l'Algérie et la Tunisie illustrées par la citation d'Ahmed Erdissi rappellent une donnée première. Le défi démocratique ne peut être relevé que s'il est appréhendé au niveau régional. Les contraintes majeures qu'affrontent les trois pays sont globalement de même nature. Pandémie planétaire, l'islamisme avec les problèmes sécuritaires qui charrient affectent l'ensemble de la région. Les grands enjeux économiques ne laissent aucune place au sectarisme nationaliste qui parcellarise la production et parasite le commerce. Des experts ont estimé depuis longtemps l'ampleur du manque à gagner engendré par l'absence de coopération régionale. Enfin, face aux grands regroupements qui s'opèrent autour des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, les élucubrations actuelles qui agitent Alger et Rabat relèvent d'enfantillage dangereux où la courte vue risque d'hypothéquer l'avenir de générations condamnées à vivre dans un monde globalisé. À cause de la guerre froide, de la décolonisation qui avait survalorisé le panarabisme et de la dégradation de la vision politique qui a suivi le reniement de la plateforme nationale, l'Algérie s'était crue obligée de fournir des gages permanents attestant de sa fidélité à la nation arabe. Cette posture l'a menée en certaines circonstances à afficher des attitudes radicales au détriment de ses intérêts. Ce n'est pas la première fois que dans notre histoire contemporaine, l'émigration algérienne amorce ou relaie de façon décisive les luttes émancipatrices. La crainte de l'accusation de collusion avec l'étranger qui inhibe les modernistes témoigne d'un état d'esprit acculé à la défensive par les propagandes de leurs adversaires. Les officiels frayent avec des partenaires étrangers peu recommandables. Les islamistes participent à des conférences avec des congénères de toute nationalité sans susciter de remarques particulières. Les démocrates tunisiens, algériens et marocains ont intériorisé l'idée que leur solidarité est douteuse, sinon sacrilège. S'affranchir de ces inhibitions est une manière de conférer sa légitimité à son propre combat. Les Espagnols ou les Portugais, restés dans les oppositions méditerranéennes qui ont abouti, ont préparé leurs alternatives démocratiques en Europe du Nord. Une fois devenue visible, la mouvance moderniste devra gagner à sa cause des élus binationaux et occuper la scène internationale pour sensibiliser les forces démocratiques susceptibles d'apporter aide et assistance. J'ai participé il y a quelques semaines à une rencontre informelle de personnalités partageant les valeurs démocratiques. Toutes étaient acquises à l'idée de provoquer un sursaut fédérateur qui agrège les volontés et les énergies modernistes pour l'instant éparpillées. Il s'agit de relégitimer ce que l'on désigne sous le terme générique de projet Soumami. J'ai entendu, à quelques nuances près, les mêmes attentes et demandes dans les villes où j'ai été invité à des séances dédicaces à l'occasion de la sortie des 2 tomes de mes mémoires. L'idée d'en appeler à la conscience nationale à travers un appel solennel fait son chemin, mais j'ai surtout retenu qu'une conférence nationale de la diaspora était une urgente nécessité à laquelle doivent s'atteler les patriotes. C'est là une idée qu'il faut impérativement faire vivre. Il serait d'ailleurs souhaitable d'associer à ces préparatifs nos frères tunisiens et marocains afin qu'ils initient de leur côté la même entreprise. Le but de ces 3 dynamiques étant d'installer à terme un forum de débat pour l'intégration démocratique de l'Afrique du Nord. De quels moyens disposons-nous? Nulle cause ne peut aboutir si elle ne se dote pas de rapports médiatiques à même d'informer le citoyen, de servir d'espace de discussion et de réflexion
à ses adhérents. Une plateforme dédiée à la libre parole ouverte aux citoyens des trois pays verra le jour dans les prochaines semaines. La ligne éditoriale intègre trois valeurs fondamentales que sont l'adhésion à une perspective nord-africaine adossée à son culte à Amazigh, sur lequel on sédimentait d'autres rapports qu'il nous faut assumer loyalement et sereinement, la défense des principes démocratiques universels et le rejet de la violence, quelle qu'en soit la nature. Une fois ces principes adoptés, tous les avis, toutes les idées pourront s'exprimer dans cet organe. La bataille de l'opinion passe par la mise à disposition des patriotes d'un instrument à la mesure de leur projet. Ce média doit aussi servir de lieu d'information et de condamnation des abus de pouvoir, quels qu'en soient les auteurs. L'acuité de la question des droits de l'homme dans les trois pays n'échappe à personne. Susciter des solidarités nationales et internationales envers les prisonniers ou les structures associatives victimes d'arbitraire de devoir que la plateforme devra garantir en toutes circonstances. Mais la seule véritable façon de faire avancer une cause, c'est l'organisation. Évidemment, en la matière, il faut faire preuve d'innovation parce qu'il s'agit ni de capitaliser les gens dans le cadre d'un parti, ni d'essayer d'orienter leurs convictions intimes. L'idée, c'est de trouver des mécanismes souples pour mobiliser la citoyenneté sans nécessairement amener les uns et les autres à renoncer à des convictions spécifiques. Il y a, partout où je suis passé, mille et un petits groupes qui se regroupent spontanément les uns aux autres. C'est de ces 1000 groupes qu'il faut agréger, c'est ces 1000 groupes qu'il faut agréger pour constituer une dynamique qui servira d'alternative à la vie. En conclusion, la génération qui a libéré le pays s'éteint progressivement. Ces idées et ces méthodes furent dédiées à l'indépendance des territoires. La violence coloniale qui déteignait sur le mouvement national ne fut pas propice au calme et à la sérénité nécessaire à l'éclosion de débats où se définiraient les normes et les instruments devant refléter la nation naissante. C'est une page de notre histoire contemporaine qui se tourne sous nos yeux. La guerre de libération nous a permis de dire ce que nous ne voulions pas être. Le combat démocratique a vocation à donner aux Algériens l'opportunité d'affirmer les qualités propres aux citoyens qu'ils peuvent devenir. Les artificialités des emprunts identitaires auxquels fut soumise l'Algérie représentent la cause essentielle des échecs qui ont sanctionné les luttes démocratiques. Ce vide existentiel a fait que l'Algérien ne sut jamais autour de quoi ni comment il devait faire société. Après avoir détourné et confisqué la symbolique de l'insurrection de novembre 1954 qu'elles avaient plutôt condamnée, des forces conservatrices, abreuvées une rhétorique arabo-islamiste sectaire et violente, s'employèrent à habiller la nation d'oripeaux qui furent autant d'armes de l'aliénation nationale. Ils ont longtemps considéré le principe du pluralisme politique et syndical comme un poison contre-révolutionnaire. Rappelez-leur aussi qu'ils font tout, pour éviter à leurs enfants de fréquenter l'école arabisée, pour les placer dans les lycées étrangers. Souvenez-vous toujours que s'ils consentent maintenant à tolérer le petit finard sur les frontons de leur siège, ils ont emprisonné et torturé des militants chez qui ils avaient trouvé le même alphabet. Souvenez-vous enfin que s'ils continuent à renier les libertés à chaque fois qu'ils le peuvent, leur ralliement formel à l'opposition atteste que notre combat va dans le sens de l'histoire. Souvenez-vous surtout que les luttes qui structurent les destins peuvent être longs. C'est un vieux militant qui vous le dit. Le combat pacifique ne vise pas à contraindre, mais à convaincre. Oui, l'intelligence met plus de temps que la colère pour être entendue, mais elle marque durablement l'histoire quand elle a gagné les cœurs et conquis les esprits. L'avenir n'est pas dans la violence ou le repli sur soi, il est dans la réalisation de l'Afrique du Nord des régions. Nous avons tracé un chemin dans les brumes et les ravins. Vous avez le droit de l'emprunter et le devoir de l'élargir pour en faire la route de l'espérance démocratique. Sortez de la vocation de martyr dans laquelle veulent vous enfermer les idolâtres du malheur. Dénoncez les appels au sacrifice éternel. Vous avez le droit de vivre digne, libre et heureux. Reniez la nation des animosités et des rancœurs. Construisez la patrie de la fraternité et du bonheur. Je vous remercie.
Désolé pour ceux qui n'ont pas de siège. Sorry. On va passer à la deuxième partie, c'est la rencontre efficace autour des deux tomes. Merci.